Quand on dit tout ce qu'on dit sur Gérard Depardieu, moi, j'ai pas la même vision, c'est une autre vision. Oui. C'est la vision de ces périodes où il faisait tous ces grands films. Mais il faut que la parole des femmes se libère Bien et sûr. osent dire ce qu'elles ont Mais vécu. bien sûr. Oui. Et moi, il n'y a pas plus féministe que moi. Oui. Non, mais j'ai soutenu Macron, moi, 2 fois. Mais je ne veux plus. Moi, je suis vraiment pour la monarchie constitutionnelle. C'est-à-dire qu'il y a un roi et puis il y a une constitution. J'ai eu un arrêt cardiaque, donc j'étais dans le coma. Je n'ai vu personne. J'ai pas vu Dalida, j'ai pas vu personne dans le ciel. J'aimerais me dire qu'il y a quelque chose après la mort, mais pour le moment, je n'y crois pas. Je prenais un café avenue des Ternes et il y avait un défilé des Gilets jaunes et il y a un type qui a dit « Oh, il y a le PD du cinéma ». Bienvenue dans Domino, Dominique Besnéard. Un grand plaisir de vous recevoir. Ça n'a pas été facile de... Ah oui, mais excusez-moi Florence, mais quand j'avais dit que je viendrais, mais il faut trouver le moment. Ouais. Là, je suis en pleine préparation du festival francophone d'Angoulême, donc je vois des films, je quitte une projection pour une autre, et donc c'est vrai qu'il y a besoin d'être concentré. Voilà, est-ce que je vais être suffisamment concentré aujourd'hui? Je ne sais pas. On verra bien. Il y a des acteurs qui prennent la lumière, et puis il y a ceux qui, dans l'ombre, changent le destin des autres. Vous êtes de ceux-là. L'un des plus grands découvreurs de talents du cinéma français, d'abord comme directeur de casting, puis comme agent pendant 22 ans chez Art Média, où vous avez accompagné quelques-uns des plus grands noms du 7e art. Vous avez été l'agent d'Isabelle Adjani, de Béatrice Dalle, Nathalie Baye, Sophie Marceau, mais encore de Michel Blanc, Pierre Arditi, Alain Chabat, Jacques Weber, Richard Anconina et pas que. Comédien, vous avez interprété une centaine de rôles et en 2008, vous avez créé avec Marie-France Brière le Festival du film francophone d'Angoulême dont vous venez de parler, devenu l'un des rendez-vous incontournables, il me semble, du cinéma aujourd'hui. Et puis, il y a 10%, une série de télé dont vous êtes à l'initiative, inspirée de votre propre métier d'agent artistique, diffusée de 2015 à 2020 et qui a rassemblé jusqu'à 5 millions de téléspectateurs, ce qui est quand même énorme. Une aventure qui se prolonge aujourd'hui avec 10%, mais version long métrage, dont vous êtes aussi coproducteur, et le film est attendu... sur Netflix, le 10 septembre. Voilà, le 10 septembre, grand bonheur. Et avec quels acteurs on va retrouver ? On retrouve toute l'équipe, et plus il y a Georges Clooney quand même. Ah oui. Comment vous avez fait pour avoir Georges Clooney ? Oh, c'est pas moi directement, mais j'appartiens au groupe Media One, et Media One a vraiment une politique américaine. Ils ont des intérêts dans beaucoup de productions. Et Pierre-Antoine Capton, lui, a bien sûr approché assez facilement Georges Clooney. Mais il y a aussi Laetitia Casta, il y a Laurent Lafitte, j'en oublie un, Vincent Mayken. Ouais. Non, franchement... Camille Cotin. Ah bah ça, c'est Laure Calamy aussi. C'est les sociétaires, ils restent là, mais pour les guests, c'est les gens que je viens de vous citer. Bon, on sera devant notre écran, le 10 septembre. Et je tiens aussi à signaler votre dernier ouvrage, Le dictionnaire de ma vie, paru aux éditions Kéro, parce que non seulement vous êtes un homme de cinéma, mais aussi un homme de plume. Alors, Dominique Besnéard, entre vous et moi, il y a ce vase qui contient des dominos. Selon la couleur, je vais vous demander dans quelques instants d'en piocher un, et selon la couleur, eh bien nous commencerons soit par l'interview blanc sur noir, l'interview lumière qui éclaire vos réussites, vos passions, vos bonheurs. Sinon, ce sera l'interview noir sur blanc, pour aller explorer la part sombre, vos doutes, vos failles, vos blessures. On commence peut-être par la lumière et après alors il faut le tirer. Alors je tire. Tirez-le alors. Voilà, alors donc, vous vouliez commencer par la lumière. Allez, donc alors on commence par blanc sur noir. Donc, à la naissance, cher Dominique Besnéard, vous êtes arrivé au monde par les pieds, en position de siège. Est-ce que vous aviez déjà décidé de ne pas faire les choses comme les autres ?
Ben, je me suis fait remarquer déjà, hein. Et alors, ce qui était incroyable, c'est que ma mère, c'était des commerçants, ils étaient à Bois-Colombes, après ils sont venus au Houlgate. Ouais. Et à l'époque, vous savez, elle n'a pas accouché à l'hôpital, elle a accouché au-dessus de chez elle, au-dessus de la crèmerie. Et ça s'est assez mal passé. Et donc, voilà, en tout cas, moi, je me suis fait remarquer. Et mon frère qui lui... C'est bizarre parce que dès la naissance, je me suis fait remarquer, c'est-à-dire que moi, je suis absolument communicative, j'ai pas peur de parler aux gens, et on est faux jumeaux, et mon frère, au contraire, est très timide, et a toujours été timide, mais il est très littéraire, il est plus complexe que moi, il est quelqu'un qui réfléchit peut-être plus que moi, et en même temps, il a plus ce mal de vivre que moi, parce que mon frère, de temps en temps, il est bipolaire, alors que moi, j'ai pris le côté, j'ai toujours été chez les voisins, j'ai toujours été communicant dès mon enfance. Oui, j'ai vu que vous aimiez bien les voisins qui ressemblaient un peu à la famille Groseille, hein, oui, c'est ça? Mais ma mère me disait, mais surtout, tu ne manges pas là-bas, tu bois pas ce qu'on te donne. Parce qu'elle avait peur que ce soit pas propre, et voilà. Mais dites-moi, Dominique Besnéard, il paraît que vous avez, avec votre frère jumeau, le même cheveu sur la langue, le même rire, la même voix, c'est vrai? Oui, mais moi, je pense que c'est plus accentué, mais est-ce que j'en ai pas joué? Parce que moi, ça n'a jamais été un problème, mon cheveu sur la langue. Même quand on est gamin, on sait très bien que les cours de récréation, c'est des endroits de dureté entre les gosses. Et moi, j'ai toujours été protégé parce que j'ai un instinct et je vois où ceux qui peuvent me faire un peu de mal ou m'embêter, j'arrive à les maîtriser. C'est aussi le métier un peu d'agent, quand même. Alors, je vais vous demander de fermer les yeux. Devant vous apparaît le petit Dominique, il doit avoir 10 ans. Il est le fils d'André et d'Albertine qui tiennent un commerce, une belle épicerie à Houlgate. Il est là devant vous. Que vous dit-il ? Est-ce que tu crois que je pourrais aller voir Sylvie Vartan au casino de Deauville parce qu'elle passe ? Mais, alors ça c'était, vous pouvez rouvrir les yeux, ça c'est effectivement la marraine Jeannette qui vous avait emmené... Oui, mais avant, parce que moi j'ai toujours été friand de la télévision. Vous savez, vous n'avez pas connu ça, mais tout le monde n'avait pas la télévision. Oui. Et comme mes parents avaient quand même une bonne situation, ils avaient un commerce qui marchait bien. Une bonne, Yvette. Ah oui, mais elle était déjà partie quand même. Mais c'était au début. Mais c'est vrai qu'elle s'appelait Yvette, elle était adorable. Et donc, on a eu la télévision très très tôt. Et moi, j'ai jamais aimé le football, j'ai jamais aimé le sport, à part. Donc je regardais la télévision. Et la télévision m'a nourri et les jeunes de mon âge, ils connaissaient les joueurs des équipes de football. Moi, je pouvais vous dire tous les acteurs qui jouaient dans chaque série ou dans chaque dramatique, comme on disait à l'époque. Ah ouais. Et j'ai gardé des cahiers. Et quand j'ai retrouvé ça, mais même moi, je me suis épaté. Je me dis, c'est pas moi qui faisais ça. Voilà. Dites-moi, je reviens au petit garçon. Là, moi, j'aimerais savoir ce qu'il pense de vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il vous dit, cet enfant de 10 ans ? Par rapport à votre parcours, à votre métier, à l'homme que vous êtes devenu? Il me remercie peut-être de mon courage. Parce qu'il faut quand même un certain courage pour venir de Normandie et de dire je vais monter à Paris. Il faut replacer ça dans le contexte, ça ne c'était plus facile. Mais voilà, peut-être le courage. Et puis aussi le fait que d'avoir un peu réussi ce que je voulais faire. Même à l'époque, je ne savais pas ce que c'était d'être producteur, casting director, mais je savais que je voulais être dans ce métier. Parce que j'ai une culture de théâtre assez importante. J'ai toujours été au théâtre. Quand ma marraine, qui après m'avoir amené voir Sylvie Vartan, m'a emmené au théâtre. Elle était un télo. C'était les amis de guerre de mes parents. Ils se sont connus pendant la guerre. Elle était réfugiée à Vire. Donc, pour moi, elle faisait tout pour moi. Et en plus, comme elle avait quand même assez d'argent, j'allais au théâtre, donc, quelque part, voilà, ça serait le courage et d'avoir un peu vécu ma passion. Voilà. Donc, il est admiratif, cet enfant de 10 ans. Le petit Dominique de 10 ans. Non, il n'est pas admiratif, mais il est peut-être...
Moi, j'ai quand même eu beaucoup de chance. Ouais. Et la chance est quand même un élément important dans la réussite. Hein, parce qu'on peut avoir tous les talents et pas rencontrer les bonnes personnes. Si vous voulez, en parallèle, mon frère a beaucoup plus travaillé. Il a travaillé à l'université, à la Comédie de Caen, que moi. Moi, c'est arrivé assez facilement quand même. Oui. Mais alors, parmi les choses qu'on entend sur vous, qu'est-ce qu'on dit et qui vous fait sourire, qui vous amuse? Quand on parle de Dominique Besnéard, quand à un moment, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir un petit sourire. Je sais pas. Les gens étaient peut-être plus durs quand j'étais un peu plus jeune. Maintenant, les gens, je suis un peu trop respecté, dirons-nous, hein, parce que j'ai 72 ans quand même. Donc quand même, on me regarde plus comme un sage ou comme quelqu'un qui peut donner des bons conseils que pour me faire participer à... Du reste, moi, je suis très lucide. Hein. Moi, j'ai fait 10% là. C'est une histoire incroyable. Et là, je vais peut-être faire moins de choses et peut-être faire plus de choses pour moi. Parce que je vois que tous les jeunes producteurs... Alors, les jeunes producteurs, je les rencontre avec Angoulême. Parce que, comme on voit, il y a plein je vois 80 films. Hein, j'ai vu peut-être presque 80 films. Donc, je connais la nouvelle production et les nouveaux participants. Mais je sens bien qu'il y a un décalage, ce qui est normal. Oui. Mais parfois, quand ça vous agace, enfin, ça vous fait sourire, mais c'est un sourire un peu quand on dit certaines choses et qui ne sont pas forcément vraies sur vous, qui auraient tendance un peu à vous agacer en disant... Peut-être qu'on dit, quand j'étais agent, on disait il veut quand même être sur la photo avec les acteurs. J'étais quand même... voilà, parce que les acteurs étaient... à l'époque, les agents... ils étaient plus dans l'ombre. Moi, j'ai un peu bougé les codes. Pourquoi je les ai bougés? Parce que, parallèlement, avant d'être agent, j'ai été casting et j'ai tourné quand même quelques films. C'est pas que je me suis imposé ou que j'ai dit aux metteurs en scène, le rôle est pour moi. C'est les metteurs en scène qui ont dit, mais nous, on a envie que tu fasses le rôle. Mais à l'époque, c'était possible, je faisais du casting, mais en étant agent, c'était plus compliqué. Quand j'ai tourné certains rôles, j'ai été convoqué par le syndicat des acteurs en disant vous n'avez pas à prendre le travail. Et moi, je le faisais pas pour jouer, parce que les metteurs en scène me disaient mais c'est toi qui es juste. Et tout l'argent que je gagnais, je le donnais pour la recherche contre le sida. Déjà ? Ah oui, j'ai jamais pris un salaire quand j'étais agent. C'était normal quand même. Oui. Parce que défendre des acteurs et prendre le travail des acteurs, puisque quand même, quelquefois, j'ai eu des rôles importants. Voilà. Donc, en vous mettant un peu sur la photo avec certains acteurs et avec ce cheveu sur la langue qui finalement a été votre signature, un signe particulier, ça a marché. Ça a marché, mais moi, j'ai jamais senti de handicap et j'ai jamais été moqué. À cause de mon... Mais même après... Pour ma direction sexuelle, jamais je me suis fait insulter. Maintenant, les choses changent. Mais à l'époque, jamais je me suis fait insulter en disant il est pédé. Voilà. Jamais. J'ai eu ce genre de... Les 2 fois je les ai eus, c'est au moment du mariage pour tous. Un jour, dans le métro, il y avait beaucoup de ces gens Loden qui allaient manifester contre le mariage pour tous. Et dans le métro, il y a un type qui s'est approché et dit « sale pédé ». Et là, je me suis écarté, je n'ai pas voulu. J'ai fait celui qui n'avait pas écouté. Première fois dans toute mon existence. Et deuxième fois au moment des Gilets jaunes, où je prenais un café à côté de l'avenue des Ternes, et il y avait un défilé des Gilets jaunes, et il y a un type qui a dit « Oh, il y a le PD du cinéma ». 2 fois, en 50 ans de choses, c'est pas très grave. C'est pas trop grave, vous l'avez... Mais ça veut dire que
c'est des choses plus récentes que quand j'ai commencé à faire du casting, personne ne m'a jamais insulté. J'ai fait des films pourtant chez les paysans, au contraire, qui ont compris et qui m'ont dit ah mais tu vas pas avoir d'enfants. Mais voilà, des choses très gentilles. Et alors c'est vrai que avec votre frère jumeau, vous avez révélé votre homosexualité en même temps à vos parents. C'est vraiment vrai ça? Mon frère, il est là bien après. Et mon frère, le problème, c'est que mon frère, il est plutôt bisexuel. Mais il est plutôt bisexuel et il a eu des histoires d'amour, voilà. Moi, j'ai eu quelques histoires d'amour à l'école, hein, voilà. Enfin, à l'école, au lycée. Mais bon, après, ma première fiancée, je l'ai adorée, mais bon, je savais bien qu'à un moment donné, c'était pas mon truc. Elle ressemblait à Ségolène Royal? Non, elle était jolie, elle ressemblait à Petula Clark. Je vous dis Ségolène Royal, j'y reviendrai. Non, à Petula Clark, ah oui, parce que Petula Clark, elle était anglaise, et cette première fiancée, sa mère était anglaise, donc elle ressemblait, peut-être parce qu'elle ressemblait à Petula Clark que j'étais tombé amoureux d'elle. Plus personne ne sait qui est Petula Clark. Et vos parents alors, comment est-ce qu'ils avaient réagi quand Mes parents, ils n'ont jamais réagi. Mes parents, je dis des choses que j'ai jamais dites avec vous, mais parce que je me sens confiant. Mes parents, ma mère était une femme exceptionnelle et mon père, ils ont compris, mais ils m'ont jamais, on n'a vraiment jamais parlé directement. Et ils ne vous ont jamais jugé? Jamais. Ah oui, c'est un mais grand... moi, en plus, c'est pour ça qu'il faut dire, c'était quand même des gens qui étaient des petits commerçants, même si ma mère aurait voulu faire des études. Mais il y avait la guerre, elle était à Vire, envoyée là-bas en Normandie, c'est là où il y a eu le débarquement. Ouais. Elle aurait voulu faire des études, être prof, donc elle est restée à la ferme avec ses parents. Mais elle a toujours lu, et ma mère, elle voulait tout pour nous. Et alors que j'ai une sœur aînée de 7 ans de plus, a eu des rapports plus compliqués avec ma mère. Mais nous, ces jumeaux, elle les adorait. D'où un rapport un peu excessif entre mon frère et ma mère, qui était très fusionnel. Moi, j'étais plutôt, comme je vous dis, chez les voisins. Et au moins, ça a été plutôt bien parce que mon frère a peut-être été un peu trop fusionnel avec ma mère. Et un peu aussi avec votre sœur aînée, non? Bien que ma sœur aînée, elle a préféré mon frère parce qu'elle voulait un petit frère, elle en a eu 2, donc elle m'a écarté. Mais moi, tant mieux, j'étais content. Moi, en fin de compte, et Dieu sait si ma sœur a été dure. Hein. Ah oui, à ce point-là? Mais parce qu'elle voulait un frère, elle en a eu 2 7 ans après. Donc elle ne pouvait pas autant me mettre aux mains. En même temps, j'en veux pas du tout. Mais quelque part, les hostilités te permettent d'avancer. Et comme il y avait une hostilité même par rapport à ce que je fasse ce métier, que je vienne à Paris, au centre de la rue Blanche, elle disait à mes parents, mais attention, il va tomber dans la drogue. Enfin, à l'époque, c'était 73, les parents, on en parlait moins. Mais elle avait peur, elle imaginait, elle était un peu catho, donc elle imaginait, voilà. Et donc, mes parents n'ont dit, mais non. Et il y a une femme qui a été très importante, c'est Madame Lelouch, la mère de Claude Lelouch, qui était la cliente de mes parents. Ils avaient une maison à côté de mes parents, à côté d'Oulgat, je ne sais plus comment ça s'appelait, à Gonneville, je crois que ça s'appelait. Et donc, mon père allait la livrer. Et donc, moi, j'allais tout le temps avec lui, en disant, peut-être que j'ai rencontré Claude Lelouch. Et en fin de compte, cette femme, elle était merveilleuse parce qu'elle est allée voir ma mère, elle a dit, écoutez, il faut pas l'empêcher de faire ce qu'il a envie. S'il a besoin d'avoir une chambre de bonne à Paris, je lui trouverai tout ça. Et cette femme, franchement, à chaque fois que je pense à elle, j'ai un peu des frissons. Je suis ému. Parce qu'elle a été bien. Et bon, si vous voulez, quelle chance, hein. La voix de Madame Lelouch est la prof de théâtre, la prof de Madame Schoenfeld. Donc, si vous voulez, j'ai été soutenu par 2 femmes plus que par ma sœur. C'est quand même le monde à l'envers. Oui. Et vous avez recherché un peu dans les amitiés féminines, un peu la sœur qui m'a manqué. La sœur qui vous a manqué. Moi, j'ai perdu une sœur, c'est Nathalie Baye. Hein. Moi, ça a été ma vraie sœur. C'est ma sœur et je suis très, très meurtri et j'arrive pas à imaginer encore que je ne la verrai plus. Je rêve la nuit d'elle, mais on était amis. Elle m'a beaucoup aidé même en tant que casting, parce qu'avec elle et Depardieu m'ont imposé sur des films, notamment sur Martin Guerre, même si Daniel Vigne m'avait remarqué. C'était un metteur en scène pas très connu, et ils ont voulu
absolument que ce soit moi qui fasse le casting. Donc si vous voulez, quand on dit tout ce qu'on dit sur Gérard Depardieu, moi, j'ai pas la même vision, c'est une autre vision. Oui. C'est la vision de ces périodes où il faisait tous ces grands films. Et puis voilà, et Nathalie, on s'est rencontrés juste avant Martin Guerre, ça devait être en 79-80. Et après, on ne s'est plus jamais quitté comme casting. Après, je suis devenu agent. Elle était chez Serge Rousseau, qui est un homme que j'admirais beaucoup, et qui a senti que pour qu'elle ait un sang nouveau et qu'elle voit des gens nouveaux, elle était très star. Donc j'ai travaillé avec elle pendant 20 ans. Et puis ensuite, on est restés amis. Et puis je suis devenu le parrain de sa fille. De Laura. Avec Eddie Mitchell. Eddie Mitchell était le parrain décidé par Johnny, moi décidé par Nathalie. Et ça, j'adore Eddie Mitchell. Donc aux anniversaires, on était toujours ensemble, même aux obsèques de Nathalie. Vous répondez si vous avez envie ou pas. Est-ce que Nathalie Baye, quand elle apparaît dans les rêves, comment vous la trouvez? Est-ce elle a rajeuni? Moi, je rêve beaucoup de mon métier d'agent. Je rêve que de cinéma. J'ai jamais de cauchemar de dire il y a un loup-garou, machin. Je suis toujours, en fait, quand je suis très dans la réalité dans mes rêves. Mais je rêve des trucs. Voilà, et c'est vrai que pour le moment, Nathalie est dans mes rêves. Mais elle est dans mes rêves, mais en même temps, il n'y a pas la maladie, il y a plutôt, n'oublie pas que tu as un rendez-vous, voilà, des trucs de boulot. Ouais. Ou alors c'est 10% qu'il faudrait peut-être faire la saison 5 sur les rêves, les cauchemars ou les rêves de 10%. Voilà, ça c'est la prochaine, c'est la suite, on l'attend. Et alors, vous avez quand même joué près d'une centaine de rôles, au théâtre, télé, oui, bien sûr, des petits rôles, des grands rôles. Est-ce qu'il y a un rôle qui vous a vraiment marqué? Louis XVI. J'ai joué Louis XVI à 3 reprises. Donc je pense que quelque part, Louis XVI est... Je sens être la réincarnation. Je suis peut-être la réincarnation cinématographique. Je l'ai fait 3 fois. Je l'ai fait avec Molinaro et j'ai fait avec Molinaro. J'avais une scène avec Fabrice Lucchini. Je l'ai fait merveilleux, avec Emmanuel Béard, qui faisait Marie-Antoinette, dans une série en 89, au moment du bicentenaire, pour Canal+, dans un film Marie-Antoinette, réalisé par Caroline Huppert, où je faisais Louis XVI. Et franchement, il faudrait retrouver ce film. J'ai jamais été aussi bien dans un film. Mais je vais essayer de le retrouver. Mais on ne sait pas si on peut le retrouver. Ah bon? Et puis le troisième, j'ai fait pour je ne sais plus, dans un truc américain, mais enfin, c'était plutôt une silhouette. Et dites-moi, Dominique, est-ce que quand vous l'avez incarné, Louis XVI, est-ce que vous avez cessé de le juger et vous avez essayé de le comprendre? Ah, mais d'abord, moi, j'ai presque de l'admiration pour lui. C'est un homme qui a été bouffé par Marie-Antoinette. D'abord, il n'aurait pas dû être roi. C'était lui après la mort de ses frères. Et il n'était pas fait pour ça, mais c'était quelqu'un de très sensible, mal dans sa peau. Mais en plus, il a fait, par rapport à toutes les découvertes sur les étoiles, sur les planètes, il était par rapport aux Juifs, il a été formidable. Mais c'est quelqu'un de beaucoup mieux que ce qu'on dit. C'est ce que disait Robert Badinter, que c'était quelqu'un qui était très intelligent. C'était un homme intelligent et sensible. Mais je pense que c'était pas un homme qui aimait faire l'amour. Et je crois en plus, il avait un problème à la quéquette. Donc, il avait très très mal quand il devait la pénétrer. Du reste, on a pensé qu'il a eu beaucoup de temps avant qu'il ait un enfant. Et c'est le frère de Marie-Antoinette qui est venu, qui lui a expliqué, il s'est fait opérer, et voilà. Et donc, mais en plus, c'est peut-être une forme de lâcheté, mais franchement, il n'était pas à sa place. Mais c'était un homme bon, et puis c'est un homme bon. Et alors, moi, je vais vous dire, à un moment, je me suis pris pour Louis XVI, non, pas pour Louis XVI, mais comme fin janvier, pour saluer sa mort. 2-3 ans après que j'ai joué le rôle, j'allais fin janvier, place de la Concorde, le soir, il y avait tous les anciens royalistes qui étaient là, je me mettais dans le groupe pour le célébrer. Ah oui. Le jour de sa mort, 21 janvier 1793, vous étiez sur la place de la Concorde. Ah oui. Voilà, j'y suis allé. Ah oui.
Et j'ai pas honte de dire que Donc, si vous aviez été député de la Convention, évidemment, vous n'auriez pas voté la mort du roi, comme Philippe d'Orléans, qui était le cousin de Louis XVI. Mais lui, il l'a voté. Oui, je sais, bien sûr. Oui. Ah oui, surtout pas. Bon, alors, nous avons pas un royaliste. Non, je suis royaliste, mais peut-être moi, en fin de compte, je vais vous dire, moi, je suis vraiment pour la monarchie constitutionnelle. C'est-à-dire qu'il y a un roi et puis il y a une constitution. Regardez au Danemark, ça marche très bien, en Norvège, ça marche très bien. Voilà. Et en leur permettant de ne pas avoir... Parce que le pouvoir du président actuel, regardez en Espagne, bon, je ne parle pas du roi qui a déconné, mais le fils, il est formidable. Et en fin de compte, est-ce que nous, on a quand même un côté un peu, on aime les rois, alors on leur coupe la tête. Oui, on leur coupe la tête, mais les présidents de la République ont plus de pouvoir qu'un roi en Europe. Oui, mais le paradoxe français, c'est peut-être on coupe la tête d'un roi et on envoie un président de la République aussi en prison. Voilà. Ah oui. Vous le connaissez, Nicolas Sarkozy ? Oui, je le connais, mais c'est vrai que bon, c'est compliqué. Moi, en même temps, je l'aurais pas mis en prison, mais bon, voilà, ça sert à rien de mettre un bracelet et qu'il reste chez lui. De toute façon, là, il y a un procès en appel, on va voir. Alors, on va revenir au cinéma. Est-ce qu'il y a un visage qui un jour vous a surpris et pour lequel vous vous êtes dit, ce visage de ce comédien, ou cette comédienne, il ou elle ira très loin, il ou elle fera carrière dans le cinéma. Vous vous souvenez de la première fois ? La première fois, le visage qui vous a marqué quand vous étiez directeur de casting, quand vous... Il y en a eu beaucoup, alors c'est un peu difficile. Il y a eu Claire Nebou, Marushka Detmer, Béatrice Dalle, donc tout ça. C'est ça. Quelque part, on m'associe énormément à Béatrice Dalle parce que je sais que j'ai changé sa vie, que c'est une photo qui m'a fait tilt. Mais pourquoi elle m'a fait tilt, la photo ? Parce que je cherchais une interprète pour le film de Bennett dont le caractère correspondait à ça. Quand vous lisez 37 degrés de le matin, vous voyez bien que la fille décrite, c'est Béatrice Dalle. Donc en fin de compte, j'ai incarné ce que Bennett voulait et que l'auteur voulait. Donc voilà, donc c'est peut-être pour ça que ça reste. Et puis comme elle a eu une vie assez compliquée, mouvementée, qu'en même temps elle retombe toujours, comme c'est un félin, elle retombe toujours sur ses pattes, alors que voilà, elle le dit elle-même, que sinon elle serait morte. J'ai quand même évité tellement de choses et elle m'a pris beaucoup de temps aussi, parce que mais en même temps. Elle, c'est vraiment comme une petite sœur. Elle sait très bien que je suis là et dans les moments compliqués. Voilà, je suis là. Vous allez aux impôts avec elle, j'ai cru comprendre. Ça, il y a longtemps, heureusement. On a réglé les impôts. Mais les impôts, c'est rien par rapport au reste. Vous êtes-vous déjà demandé si le tarot était bien plus qu'un simple jeu de cartes ? Rejoignez-nous pour un webinaire exclusif avec Moreno Fasari, tarologue de renom, formé par Jodorowsky, qui vous révélera comment le tarot peut devenir un miroir de votre âme et transformer votre vie. Découvrez les secrets de votre inconscient. Apprenez à lire les cartes sombres, comme la mort ou le diable, et participez à un atelier pratique en direct. Inscrivez-vous maintenant. Les places sont limitées. Le lien est dans la description ou en haut à droite de votre écran. Ne ratez pas cette opportunité unique de percer les mystères du tarot. Ce festival du film d'Angoulême qui a lieu au mois d'août, enfin la dernière semaine d'août, c'est un grand bonheur pour vous de découvrir de nouveaux talents, des films, de faire découvrir des films. C'est pour ça que je vais un peu ralentir la production, parce que la production, c'est vrai que ça prend énormément de temps, et puis les codes ont changé. Moi, j'étais à l'époque où on envoyait un scénario à une chaîne, on vous répondait. Là, c'est quand même les codes ont tellement changé que moi, je suis un peu malheureux de ça. On vous rappelle pas. Moi, quand je faisais du casting, quand un acteur n'était pas choisi, je le rappelais pour dire t'as pas été choisi, mais la prochaine fois tu seras. Mais maintenant, ils découvrent, voilà. Donc il y a un manque de savoir-faire, de savoir-vivre. Et maintenant, voilà, c'est un peu Donc moi, j'en ai un peu marre de tout ça. Au moins Angoulême. C'est un festival que je fais avec Marie-France Brière. 19e édition cette année. 19e édition. Et donc le président est Franck Dubos. Et j'adore Franck Dubos. Et lui, moi, de temps en temps, il m'a rappelé que je l'ai connu à 19 ans, que je lui ai trouvé son agent.
j'ai quand même fait beaucoup de choses pour certains acteurs, mais j'ai un peu oublié parce que ça me paraissait normal. Maintenant, et ça marque vraiment, les débuts de carrière, ça marque tout le monde. Hein. Les gens qui vous ont blessé ou qui vous ont aidé, dans la tête d'un acteur, ça reste. Hein. Ouais. Et moi, je me souviens que Nathalie Baye me disait, j'aimais bien un agent, elle était déjà très célèbre. Je lui dis, mais j'aime beaucoup une agent, elle est adorable. Mais comment tu l'aimes? Ben, je dis, elle fait très bien son travail. Moi, quand j'étais même au conservatoire, elle m'a reçu, elle m'a dit, alors, si vous voulez faire carrière, faut vous refaire faire le nez. Et donc, j'ai été traumatisé. J'ai été voir un autre agent, surtout, vous gardez votre nez. Mais pourquoi Parce qu'à l'époque, c'était les petits nez, voilà. Et donc voilà. Et moi, je dis, je vante les mérites de cet agent. Il m'a dit, mais non. Donc, pour vous dire que voilà, que les mauvais souvenirs pour un jeune acteur, mais moi, j'en ai certainement laissé des mauvais souvenirs à des acteurs. Peut-être je ne les ai pas choisis, donc ils m'en veulent. C'est peut-être pour ça, si on avait à me reprocher quelque chose, c'est d'avoir pas fait tourner certains acteurs. C'est pas parce que je les aimais pas, mais ça ne se présentait pas. Par exemple, Judith Magre. Oui. À chaque fois qu'elle me voit, elle m'engueule. Hein. Qu'est-ce qu'elle Toi, vous dit ? Tu m'as jamais aidé. Je dis, comment je t'ai pas aidé ? Judith Magre, mais elle voulait faire du cinéma. Je parlais de ça il y a 40 ans. Tu préférais Anouk Aimée. Ben, j'ai dit, mais un peu agressive, elle n'a pas oublié. Et une fois, je me suis rappelé qu'elle avait fait un film de Arcan, dont j'avais fait le casting, et un autre film dont j'avais fait le casting. Donc parce qu'on a une amie commune, et je la revois, et je lui dis, en fait, Judith, le film de Denis Arcan, tu l'as fait grâce à moi. Tu crois ? Mais je veux dire, voilà. Donc ça blesse. Vous savez, les acteurs, et puis il y a une autre chose, c'est vous les mettez sur un film, ça se passe bien, ils tournent, et après, la fois suivante, ils ne sont pas choisis, le metteur en scène l'a pas pris, malgré que j'ai sollicité et défendu, ils vous en veulent. Ouais, vous êtes cloué au pilori, là. Ouais, voilà. Dominique Besnéard, pour clore cette première séquence blanc sur noir, s'il y avait une personne à qui vous aimeriez dire merci pour l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui, ce serait qui ? Ben, il y en a plusieurs. On est obligé de dire une personne ? Deux ? Jacques Doyon. Oui. C'est pas à la mode de dire ça maintenant. Oui. Que j'ai découvert, et grâce à lui, j'ai fait le sac de billes et j'ai commencé. Et puis l'autre, ça serait Claude Berry. Ouais. Claude Berry, après le sac de billes, c'était produit par Claude Berry et Alain Sard. Donc ils m'ont engagé pour faire le casting des gosses. J'en ai trouvé un des deux. Et ensuite, Claude Berry m'a dit, il est venu sur le tournage, il avait trouvé que la figuration, je me souviens, il avait une chemise hawaïenne, un petit ventre, il était en short, et on dit c'est Claude Berry, je le connaissais comme acteur, et surtout parce qu'il avait été le grand amour de Marlène Jobert, qui m'en avait beaucoup parlé. Et donc, voilà, j'ai dit, Claude Berry, mais moi j'en étais resté au cinéma de papa, et à la fin, il a dit, c'est vous qui avez trouvé toute la figuration, là ? J'ai dit, oui. Vous êtes doué. Et il me dit, mais il faut dire à Pierre Grunstein, qui est aussi un autre homme qui m'a aidé, quand vous rentrez à Paris, je vais vous voir. Vous allez faire nos castings. J'ai pas ramé, franchement. Dès mon premier film, je suis repéré par Claude Berry. Et là, il m'a installé dans sa production, c'était rue Lincoln, à Rennes Productions. Et donc voilà, donc c'est Jacques Doyon et Claude Berry. Et côté famille, plus personnel, ça serait qui ? Ma famille, non. Vos parents, votre mère ? Non, il y a ma mère. Moi, Albertine. Qui est morte il n'y a pas si longtemps. 99 ans. Incroyable. Vous avez encore du chemin, là. Alors, moi, je ne sais pas si Geneviève Delpech est une bonne médium ou une bonne... Elle m'a dit que je vais vivre très vieux. Ah, bon, c'est bien. On a encore plein d'interviews à faire. Alors, on va enchaîner avec l'interview noir sur blanc pour aller voir... Non, c'est pas la peine. pour aller sonder un peu les douleurs, les failles. Est-ce que, à force d'avoir poussé comme ça la carrière des autres, est-ce que parfois vous vous êtes dit, je suis en train de m'oublier ? C'est pas faux cette question. Parce que quand j'ai décidé d'être producteur, j'ai senti que je commençais à être fatigué un peu. Parce que ça commence le matin quand on est agent.
C'est-à-dire qu'on a à peine fini de se laver les dents, qu'il y a quelqu'un qui dit « Là, c'est Richard au téléphone, j'ai pas de nouvelles. Mais tu devais me rappeler hier soir. » Ensuite, il y en a un acteur en pleurs en disant « Voilà, j'ai pas été choisi, ils m'ont appelé, mais pourquoi? Essaye d'enquêter. » Un autre metteur en scène « Comment ça se fait que mon distributeur n'a pas mis d'affiche face à chez moi, dans la colonne Maurice ?» Et ça comme toute une journée. Alors à un moment donné, 22 ans, je dis « Moi, j'en peux plus. » Et donc, je me suis dit, et en plus, j'avais quand même j'avais fait presque un boulot de producteur sans être producteur, en amenant à des producteurs des projets presque tout faits, comme avec François Ozon, 8 femmes. Ah oui. Moi, j'adore François Ozon. J'ai rencontré, il avait fait que des courts-métrages, recommandés par Micheline Prel. Et donc voilà, je me dis, mais j'amène tout. Puis on sentait que les producteurs, j'avais déjà une différence d'âge, et j'étais déjà plus un guide que participer directement. Donc je me suis dit, je vais devenir producteur. Oui. Et voilà. Oui. Et vous avez le sentiment, est-ce que vous diriez, enfin, j'aimerais bien savoir, par rapport à vous, vous vous aimez comment? Un peu? Beaucoup? Passionnément? À la folie? Pas du tout? Non, je me respecte. Vous vous respectez? Voilà. Je m'aime pas, je me regarde pas dans la glace, je suis pas en train de me dire... Même quand vous êtes amoureux, vous regardez pas dans la glace? Je regarde l'autre, mais pas moi. Et cela dit, vous savez, à partir d'un certain âge, on tombe moins amoureux. Oui. Mais cela dit, je me respecte, parce que je sais que je fais bien mon travail, je sais que j'essaye de tenir parole, je suis assez fidèle, mais aussi je suis bordélique. Même la preuve, regarde, toi, tu pensais que je ne viendrais jamais. Donc voilà. Mais voilà, donc non, je me respecte, mais je ne suis pas amoureux de moi. Du reste, à un moment donné, j'étais très gros. J'aurais pu dire, je vais me foutre au régime, mais c'est aussi le métier d'agent. Métier d'agent, tu te rassures en mangeant, ça devient, voilà, tu es le réceptacle de toutes les angoisses, tu manges. Alors le matin, tu manges, parce que tu sais que tu vas avoir un rendez-vous compliqué. Après, tu déjeunes avec un acteur, ou à l'époque, quand tu es agent, où tu dois dire... quelqu'un va te reprocher que tu n'as pas de travail, donc tu prends une coupe de champagne pour mieux faire passer, et puis le soir il y a des cocktails. Maintenant il y a on sent qu'il y a l'inflation, oui, il y a la moins crise, de cocktails, là, oui. Et il y a que du vin et du champagne, il n'y a rien à manger. Mais n'empêche qu'à un moment donné, et puis voilà, et puis l'angoisse te fait grossir. Et en fin de compte, la seule chose qui a été positive pour moi avec mon accident cardiaque, il y a 3 ans, c'est que je ne grossis plus et que je suis resté normal. Ah bon. Donc voilà, non, j'ai Quel poids alors? 89 kilos. Mais 89, oui, c'est bien. C'est bien, oui. Et j'étais très gros à un moment donné. Et financièrement, vous pesez lourd? Financièrement, je ne sais pas, mais je ne suis pas un homme d'argent non plus. C'est pour ça que j'étais un agent plus d'une façon littéraire ou sur les conseils que sur l'argent. Parce que l'argent, il y avait des gens chez Armédia qui me protégeaient quand j'étais peut-être pas assez gourmand. Ouais. Moi, je ne suis pas trop gourmand. Je préfère qu'un acteur fasse un beau rôle que faire une campagne publicitaire. Et maintenant, les choses ont changé. Quand on voit des jeunes actrices de temps en temps dire « Oh, j'ai pas de marque, j'ai pas de marque, j'ai pas de marque », il faut mieux dire « J'ai pas de rôle, j'ai pas de rôle ». Vous trouvez que les acteurs sont plus intéressés par les marques qu'on peut leur proposer? Alors là, l'image. Mais moi, quand j'étais agent, il n'y avait pas d'agent en image. Moi, quand j'étais agent de plus de 20 ans de Sophie Marceau, elle n'avait pas d'agent d'image. On décidait ensemble si on lui a proposé. À l'époque, elle a résisté beaucoup sur la pub. Elle ne voulait pas en faire, alors qu'elle pouvait recevoir énormément d'argent. Et elle a fait d'abord une ligne de bijoux, même plus en Chine qu'en France. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui disait... Elle était Sophie Marceau, elle n'avait pas besoin d'une marque. Bien sûr. C'est la marque qui avait besoin d'elle. Vous évoquiez les histoires d'amour tout à l'heure. Vous avez déclaré, enfin vous l'avez confié publiquement, que vous aviez eu un coup de cœur pour Ségolène Royal en 2007, que vous étiez fortement engagé à ses côtés pour la présidentielle, et du jour au lendemain, elle vous a battu froid. Mais que s'est-il passé, Dominique Besnéard? Elle m'a pas battu froid, elle m'a écarté d'une façon indigne. Moi, je la connaissais beaucoup grâce à Bernard Murat,
à Arditi, à Caroline Cellier, parce qu'ils étaient très amis avec Hollande et Ségolène. Et Ségolène, à l'époque, quand j'allais dans des dîners ou des projections, elle était là, elle ne parlait presque pas. Elle était assez comme une madone dans son coin. Elle était habillée en Laura Ashley, un peu démodée. Et je la voyais là, et je la trouvais assez attachante. Comme ça, elle écoutait, elle riait beaucoup sur les blagues de Hollande. Et puis avec le temps, quand elle est devenue candidate, je l'ai revue. Et là, moi, je venais de quitter Armédia, je me dis... Elle s'était transformée quand même. Et je me dis, mais ça serait bien que ce soit une femme présidente de la République. Et puis moi, j'aimais bien la démocratie participative, même de remettre le drapeau, le côté civique. Donc ça me plaisait. Donc je me suis engagé avec elle. Et c'est vrai que son culot, sa détermination, sa folie m'ont plu. Mais après, donc, j'ai jamais été dans le cercle intime au début. J'étais dans le cercle plutôt intime, mais pas extrêmement intime, quand elle a perdu. Parce que là, elle s'est trouvée toute seule, et c'est plutôt les artistes qui l'ont accompagnée, Benabar. Et là, je la voyais souvent. Et moi, c'est le moment où elle est... Oh là, c'est pas grave. C'est le moment où elle a regagné la région Poitou-Charentes. Et un jour, je lui dis, mais moi, j'ai envie de faire un festival Angoulême. Ça a déjà amorcé avec Marie-France Brière. Elle m'a dit, je vous aide. Et elle nous a vraiment aidés. Et la première saison, le premier festival, elle est venue. Ouais. Elle était partout. Il y avait Jean-Michel Ribes. On a ri, elle était heureuse. Ouais. Il y avait Charles Bois. Ouais. Et dès la deuxième... Elle a senti qu'il y avait une marionnette entre elle et moi, une marionnette de l'info, vous savez. Et moi, je faisais un peu Johnny Stark, elle était Mireille Mathieu. Elle disait, mais Ségolène, il ne faut pas dire ça, Ségolène. Et là, je voyais ça, mais je disais, mais Ségolène, c'est terrible. Et donc, ça la faisait rire au début, et après, elle a pensé que ma présence à ses côtés était peut-être trop. Et là, donc, c'est un peu, j'ai tout à fait compris. Mais surtout, ce qui a été terrible, c'est qu'à la deuxième ou troisième édition, elle a supprimé les subventions. Elle a supprimé les subventions ? Elle a supprimé les subventions. Du festival du film ? Pour que ça n'existe plus, parce qu'il y a une chose... Mais qu'est-ce qui a je comprends pas. Qu'est-ce qui a provoqué cette rupture ? Parce que j'avais refusé de faire quelque chose, et je ne le dirai pas, qui était pas bien, qui aurait été un problème comment ça s'appelle quand... les Tibéri, là, comment ça s'appelle pas de confusion, de mélange des genres. Et j'ai refusé. Et là, elle m'en a voulu. Et je ne dirai jamais pourquoi. Et donc, elle m'a fait... Et puis après, elle m'a écarté. Mais même sans explication, sans rien. Et je ne l'ai jamais revu. Je l'ai revu de loin, comme ça. Voilà. Vous avez eu du mal à vous remettre mais moi, mais vous savez de cette blessure. C'était 2009, je crois. C'était la deuxième ou la troisième saison, enfin bon. Et donc, elle envoie un communiqué le jour de l'ouverture en disant pourquoi elle ne suivait pas, parce que je m'imposais un règle politique que je n'avais pas, mais pas du tout. Et la Charente Libre et l'autre journal Sud-Ouest ont mis ça tout petit. Ah, ça n'a pas dû lui plaire. Hein. Non, c'est-à-dire qu'ils ont considéré que c'était injuste. Et là, n'empêche que j'ai eu le dos complètement bloqué, si bien qu'on a fait venir un ostéopathe qui a dit, mais donc, je ne pouvais plus bouger. Alors, 2 jours après, il y avait l'ouverture. Et le médecin m'a dit, mais alors c'est quoi ? Il me dit, vous avez un deuil ? Ben, je dis, non, pas du tout. Ben, c'est comme un deuil. C'est le deuil qui exprime ça. Donc vous voyez, et je l'ai jamais revu. Je l'ai revu une fois et je dis bonjour comme ça, mais le deuil de Ségolène Royal. Et en même temps, moi je trouve qu'elle a un courage que son problème c'est rassembler. Elle peut pas rassembler.
Elle s'aime trop. Et alors que il n'y a pas qu'elle en politique non plus. Oui. Bah ouais, vous les connaissez bien. Mais c'est vrai qu'elle aurait dû rassembler dès qu'elle a été. Elle s'est mis tous les hommes de gauche à droite, tous les ministres contre elle. Alors, donc ça veut dire que si pour la présidentielle de 2027, là, si on vous sollicite, surtout, vous dites non. Non, mais j'ai soutenu Macron, moi, 2 fois. Mais je ne veux plus. Je suis trop vieux. Et puis, attendez. On vous le reproche, ça, d'avoir soutenu Macron ? Non, pas du tout. Personne ne vous le reproche ? Peut-être dans les réseaux sociaux, mais je ne les lis pas, alors. La nostalgie, c'est une bonne compagne pour vous ou une mauvaise compagne ? C'est une très bonne, et ça devient ma compagne. La nostalgie ? Parce que quand je vois l'état des débats, moi je suis, est-ce que je peux faire de la publicité ? Je suis un adepte de Lina et de Madeleine. Cette chaîne où on voit que tous les extraits, tous les feuilletons télé, mais pas seulement des années 60, jusque les années 2000. Et là, je regarde. Et quand on voit des débats, mais même quand on voit le divan de Chapier, alors vous auriez pu reprendre le divan, vous. Mais c'est vrai c'est quand même incroyable. Hein ? Oui, il est incroyable. Oui. Et moi, j'adore celui de Nathalie Baye. Il m'a fait pleurer parce qu'elle a dit des choses qu'elle n'avait jamais dites avant. Donc voilà. Donc moi, je préfère voir ça que les émissions de jeux ou les talk-shows où tout le monde répète la même chose. Et puis alors les scènes d'infos, c'est compliqué. Une journée, on ne parle que d'un truc et puis. Puis des trois d'Ormuz, et puis ensuite... Et on ne parle même plus. Et qu'est-ce que... est-ce qu'il y a des tourments qui vous hantent la nuit ? Non, ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, vous êtes un partisan du « c'était mieux avant ». Ah oui, c'est très... On peut même remonter entre de Louis XVI non, peut-être pas Louis XVI. Hein. Il y avait des famines quand même. Nous, on n'est pas encore près des famines. Non, mais c'était mieux, c'était mieux dans le verbe, c'était mieux dans la pensée, c'était mieux dans l'écoute. Quand on voit par exemple, j'ai vu un documentaire sur Georges Pompidou l'autre fois, il a fait des bêtises Georges Pompidou, mais quand il répond sur le poème d'Éluard, quand on lui parle de l'affaire Gabriel Ruzier, qui prend 3 minutes, je dis mais il ne sait pas quoi dire, c'est extraordinaire. Mais c'était un normalien agrégé. Oui, mais il n'y a pas un politique qui est normalien agrégé maintenant. Si, il y en a. Il y a qui ? Laurent Fabius l'était. Oui, mais attends, dans les récents, dans les jeunes qui se présentent. Dans les jeunes, non. Non. Ils ont fait l'ENA et encore. Ouais. Et vous avez frôlé la mort en 2022. Hein, vous avez après un accident cardiaque. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, votre regard sur la vie ? Déjà, je m'occupe beaucoup plus de moi. Le régime, le cœur. Dès que j'ai un petit... Là, par exemple, il y a Angoulême pendant 2 mois, donc j'ai été voir mon cardiologue hier, qui m'a dit que c'était parfait, donc je vous le dis. C'est la première à qui je le dis. Et donc, voilà. Et puis, tout. Comme j'ai un tout petit peu de diabète, je vois la diabétologue qui est devenue ma meilleure copine. Et voilà. Mais en même temps... Là où on est quand même protégé, c'est que nous, on n'a pas de mal pour avoir des rendez-vous. Et c'est ça, à chaque fois que je sors de là, je me dis, quand je pense qu'il y a des gens qui attendent 6 mois pour un rendez-vous, voilà. Donc, quand vous appelez, vous dites c'est Dominique Besnéard, non, mais ça tout de suite les portes s'ouvrent. C'est pas si simple ça, heureusement. Oui, mais au lieu d'attendre 3 mois, j'attends 10 jours, 15 jours. Oui. Et ça, c'est vraiment une injustice. Ça, c'est une grande injustice. Hein. Et moi, quand j'étais, et j'admire le personnel hospitalier, j'étais quand même plusieurs fois à l'hôpital, j'ai adoré les gens. Ma mère, elle a été dans un EHPAD formidable, où elle a été heureuse jusqu'à ses 99 rare, ans. Hein. Oui, mais on avait un bon EHPAD. Faut arrêter de... C'est un EHPAD public. Hein. Public. Et les infirmières, les aides-soignantes, le personnel était formidable. Et quand elle est partie, j'ai fait, quelque temps après, un dîner à Angers, de tout le personnel pour les remercier. C'est bien. Ouais. Mais moi, voilà, c'est ça mon petit, ce que je fais maintenant. Ouais, c'est bien. Ouais. Et la mort vous fait peur quand après votre accident cardiaque, là, quand vous êtes réveillé, quand vous avez été... En tout cas, moi, pour ça que je voudrais être croyant,
quand j'étais mort quand même pendant une journée. Enfin, je sais pas. 24 heures? Ouais, le cœur s'était arrêté pendant 24 heures? Pas 24 heures, je serais mort. Ah oui. J'ai arrêté pendant, je sais pas, 10 minutes, mais j'ai eu un arrêt cardiaque, donc j'étais dans le coma. Enfin, je sais pas, dans le coma, en tout cas, je n'ai vu personne. J'ai pas vu Dalida, j'ai pas vu personne dans le ciel. Je pensais revoir Dalida, personne. Donc là, je me dis, voilà, c'est un peu bêta ce que je dis, mais moi j'aimerais croire. Et le seul endroit où je crois, c'est quand je vais dans les cimetières. Et moi, je vais souvent voir des amis dans les cimetières. Les cimetières, je sens une force en moi et je sens les âmes. Mais j'aimerais croire, j'aimerais me dire qu'il y a quelque chose après la mort, mais pour le moment, je n'y crois pas. Mais Victor Hugo disait, à la mort, l'homme finit, l'âme commence. Voilà. Voilà. Ouais. Je vais reprendre cette formule. Voilà. Et il disait aussi que les âmes étaient les libellules de l'ombre. Voilà. Mais bon, lui, il a été marqué par la mort, hanté par les morts, la mort. Hein. Et là, c'est vrai qu'actuellement, j'ai beaucoup d'amis de ma génération qui étaient à la rue Blanche, qui meurent. Et à chaque fois, je me dis, mais dis donc, ils sont plus jeunes que moi, ils ont mon âge. Voilà. Et Charlotte Valandrey, alors, que vous Charlotte avez Valandrey, accompagnée. je l'ai accompagnée vraiment jusqu'à la fin. C'est l'une des plus courageuses que j'ai rencontrées. Elle a, dès 18 ans, je ne sais pas quel âge, elle a appris qu'elle était séropositive, on ne savait pas trop ce que c'était. Ouais. Et elle a eu 2 opérations cardiaques, elle a eu 2 fois le cœur changé, et je l'ai accompagnée jusqu'à la fin. Et c'est peut-être du reste, la première, avant de mourir, j'étais la voir la veille, elle avait tous les tuyaux, donc je lui ai parlé, mais elle était... Et comme je n'ai pas trop voulu aller voir Nathalie Baye, parce que je dis c'est trop, ça marque. Hein. Ah oui, ah oui. Oui, Nathalie Baye, vous n'avez pas voulu. Non. C'était impossible. Non. Oui. Et de même que ma mère, j'ai pas voulu. Non plus. Non. Ouais. En même temps, c'est pas. Par contre, je vais souvent sur la tombe de ma mère. Une fois, aller dans un cimetière. Voilà. Et vous mais lui moi, parlez, j'ai envie un jour oui. de me faire, peut-être pas à la Toussaint, ce qui fait froid, mais peut-être en septembre, aller d'aller à Montmartre, voir tous les gens que j'ai connus, Jeanne Moreau, tout ça, d'aller passer une après-midi avec de voir, parce que ou Anna Karina que j'adorais, dont vous avez été l'agent aussi, qui elle est à l'autre, dans le nord de Paris, mais alors voilà. Dominique Besnéard, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous n'avez été jamais membre du jury du Festival de Cannes? Parce que peut-être je ne parle pas assez bien anglais. Et puis, vous savez, il veut des gens peut-être plus prestigieux que moi. Mais Gilles Jacob, pourquoi est-ce qu'il ne veut le président? Thierry Frémaux non, mais Gilles Jacob, par contre, il a été président du festival. Oui, oui. Moi, j'ai des très bons rapports avec Thierry Frémaux. Mais vous savez, ils ont tellement de sollicitations il y a combien, 10 personnes Oui. Moi, j'ai un festival, il faut 9 personnes. Et ben, des fois, on est obligé de faire des choix et c'est un peu compliqué. Moi, j'ai la francophonie, donc je suis obligé de prendre une personne de chaque endroit de la francophonie, le Québec, la Belgique, les pays d'Afrique francophone. Oui. Au dernier festival de Cannes, sur le tapis rouge, on a beaucoup vu de fils d'eux. Est-ce que ça a donné l'impression qu'un peu le cinéma devenait une affaire d'héritage? Quel est votre... Moi, je suis un peu partagé parce que moi, même Laura et la fille de Marlène Jobert, Eva Green, moi, j'ai connu petite, elles ont entendu parler que de ça. L'une et l'autre n'ont jamais dit à leur mère qu'elles voulaient être actrices, mais elles savaient... Là, elles ont baigné dedans. Elles savent les réflexes. Et puis surtout, voilà. Et elles jouent quelqu'un d'autre aussi. Et c'est pour ça que moi, je ne condamne pas si ouvertement. Et puis moi, je vais vous dire, Fernandel, son fils était chanteur. Gabin, son père, était acteur. Pierre Dux, sa mère était actrice, son grand-père était acteur. Et moi, mes parents auraient voulu que je sois crémier. Et je ne le suis pas. Donc, à un moment, il faut essayer
Cela dit, c'est peut-être avoir moins de... Sur les enfants d'eux, et quelquefois, on les attend au tournant, en disant non, s'il est aussi bon, parce que Franck Fernandez, il n'avait pas vraiment beaucoup de talent. Ouais. Il y en avait d'autres aussi qui n'avaient pas beaucoup Mais de dans la talent. jeune génération, Voilà, mais tous, même quelquefois, et aussi les enfants. Par exemple, moi, j'ai rencontré le fils de Pierre Gamet, qui était un grand ingénieur du son. Son fils fait de la musique. C'est normal, il a entendu de la musique toute sa vie. Donc pour vous, c'est finalement... Oui, là, il y a un moment donné, mais en même temps, peut-être que dans leur attitude, les enfants d'eux, il faut peut-être qu'ils soient... Peut-être le faire comprendre, voilà, que c'est pas des pistonnés. Ils connaissent la façon de faire, le mode d'emploi. Ouais. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont réussir. Hein. Ouais. Le monde du cinéma et de la chanson est profondément aujourd'hui secoué par les révélations de violences sexuelles, d'agressions sexuelles qui visent Gérard Depardieu, Breuel, Gérard Darmon et pas que. Est-ce que vous pensez que le milieu a trop longtemps protégé certaines personnalités ? Déjà, l'attitude vis-à-vis des femmes ou vis-à-vis où il y avait quand même plus de... Après mai 68, voilà, je veux dire, ça devenait c'était pas une provocation, c'était une utilité de s'ouvrir un peu. Et c'est vrai que seulement, moi, je veux pas dire ce que je n'ai pas vu. J'ai quand même vécu, j'étais agent, casting, j'ai pas vu autant d'histoires qu'on en dit. Ah ouais. Mais on les connaissait, les metteurs en scène qui étaient un peu compliqués. Et souvent, c'est pas ceux qu'on voit, dont on parle jamais. Ah oui, parce qu'il y en a d'autres, qui pourraient être inquiétés. Plus mal élevés. Parce que Doyon ou Benoît Jacot, c'était des dandys et c'était des pygmalions. Ils adoraient... Donc, à un moment donné, ils ont peut-être pas bien assimilé ce qu'était un pygmalion. Et peut-être que ces actrices ou ces jeunes actrices ont été trop pris en main et avec le temps se sont aperçues manipulées, mais elles ont eu de très beaux rôles. Voilà. Mais moi, je pense qu'il faut que ça se sache. Il faut que ça se dise. Mais n'empêche que maintenant, on sent bien maintenant. Mais il ne faut pas aller dans le sens contraire. Hein. C'est que maintenant, même dans les cours de théâtre, les partenaires, je ne parle pas des profs, ils font comment on appelle ça, ils disent, quelquefois, ils portent plainte parce que le partenaire l'a trop pris, alors dans les bras, alors c'est une scène, voilà. À ce point-là ? Ah oui, c'est hallucinant. Et les baisers, alors, de cinéma, les scènes érotiques... Donc, il y a un moment donné, il faut peut-être dire, voilà, mais... donc c'est un peu compliqué. Mais par rapport à Bruel, que moi j'ai très bien connu, je connais à 18 ans, 19 ans, on sait que c'était un homme à femme, on sait que toutes les filles couraient après lui. Donc moi, j'ai jamais été témoin. Je sais qu'il regardait les femmes avec envie, mais qu'il les regarde avec envie, pourquoi pas. Mais à un moment donné, quand une femme ne veut pas, il faut pas. Oui, voilà. Oui. Voilà, c'est le mot signalement que je cherche. Maintenant, on signale un peu trop rapidement et on devrait peut-être quand même se dire, est-ce que, voilà... On révèle. Faut faire une différence entre à Angoulême, une fille qui travaille dans un supermarché où le type, il y a ce qu'on appelle le chef de rayon, le chef de rayon, le chef de service. La promotion canapé et notre monde quand même, les gens sont un peu avertis. Oui, enfin ça n'empêche pas. Oui, ça n'empêche pas. Mais je dis pas. Les dérives, je suis pas en train les agressions, de le défendre. Je dis, mais il faut faire attention quand même. Mais il faut que la parole des femmes se libère et osent dire ce qu'elles ont vécu. Bien sûr. Et moi, il n'y a pas plus féministe que moi. J'ai été meilleur agent pour les actrices. Et moi j'ai eu des actrices. Par exemple, la petite Vaina Giocante, dont j'étais l'agent. Elle s'est battue parce que son père a été vraiment assez dur. Richard Cochante ? Non, ça n'a rien à voir. Le père, c'était qui ? C'était pas du tout un... Ah non, oui, d'accord. Elle est allée l'attaquer, mais là, moi, je l'ai soutenue à fond, parce que c'était un inceste, mais assez violent. Elle a fait un livre. Ah oui, elle en a fait un livre, oui. Mais pas du tout... mais là, elle pourra vous dire que je l'ai soutenue. Il y a même d'autres actrices. Une fille qui s'appelle Noémie Cocher,
qui a été presque très maltraité par Jean-Claude Brissot, qui était un metteur en scène Pygmalion, mais très pervers, qui a été condamné même. Eh bien, moi, je l'ai viré, Jean-Claude Brissot, dont j'ai été l'agent, parce que j'ai dit, c'est pas possible. Ah oui. Et là, cette Noémie Kocher, on l'a toujours considérée comme, à l'époque, mais pourquoi, comment elle ose dire les mêmes journaux qui maintenant attaquent dès qu'un metteur en scène est sur la sellette. Mais Dominique Besnéard, quand le 25 décembre 2023, vous signez la tribune de soutien à Gérard Depardieu, publiée dans le Figaro, avec 55 autres personnalités, le titre de la tribune s'intitulait « N'effacez pas Gérard Depardieu ». Si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que vous re-signeriez ? Alors, j'ai fait une belle bêtise. C'était en 2023. Ouais, j'ai fait une belle bêtise. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, qui est Julie Depardieu, qui m'a dit, moi je dis bien sûr, je signe. J'aurais pu lire la tribune, je ne l'ai pas lue, parce que c'était pour... Mais comme Nathalie Baye, Fanny Ardant, Carole Bouquet, on a signé. Et quand j'ai vu le truc, j'ai dit, mais attends, moi je ne vais pas en arrière. Hein. Je ne vais pas dire j'enlève mon nom. J'assume, j'ai fait une erreur. Cette tribune-là. Et en même temps, voilà, mais je n'allais pas me rappeler en disant, non, vous enlevez mon nom. Comme certains l'ont fait, c'est ridicule. Voilà. Qui l'a fait ? Je ne me souviens plus. Il y avait Charlotte Rampling, il y avait aussi Ariel Dombal qui a signé. Mais Charlotte Carla Bruni. Elles n'ont pas enlevé leur nom. Carla Bruni, Charlotte... Ah non, elles n'ont pas enlevé leur nom après. C'est un acteur qui l'a enlevé. Et comme j'aime beaucoup, je n'ai pas envie de ça lui dire. Mais il s'est dérobé après. Ouais. Non. Mais aujourd'hui, donc, aujourd'hui, vous ne la re-signeriez pas. Je ne la re-signerai pas, mais si je peux quand même soutenir Gérard Depardieu d'une façon ou d'une autre, je le fais. Et voilà, je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas dit. Oui. Gérard Depardieu, je ne l'ai pas vu depuis 3 ans, depuis 4 ans. Quand Nathalie Baye est partie, il m'a téléphoné. J'ai parlé 1 heure avec lui. Et il m'a appelé, il n'était pas en France. Il m'a ému. Il m'a parlé de Martin Guerre, de tous les films qu'ils avaient fait ensemble, le film de Labro, Rive gauche, rive droite. Et c'était un homme que j'ai trouvé serein, apaisé. Et il a même, il a même, parce que je l'ai défendu beaucoup aussi à la commission d'enquête de Sandrine Rousseau. Oui, de l'Assemblée nationale. Il m'a dit merci Dominique pour ce que tu as fait. Voilà. Donc il a beaucoup de pudeur, un homme, mais pas du tout. J'ai trouvé, en tout cas, la discussion que j'ai eue, elle était plutôt nostalgique sur l'époque où on se connaissait, voilà. Ouais. Mais vous diriez qu'il faut séparer l'œuvre des actes d'un homme ? Oui, parce que Céline, dans toutes ses horreurs, c'est quand même une horreur, mais il y a des moments de littérature formidables. Mais par contre, il faut prévenir. Le problème, c'est qu'on ne prévient pas. Il faut conceptualiser le propos ou l'œuvre d'art pour dire voilà, c'était à cette époque, c'était voilà. Il faut recontextualiser. Mais après l'affaire Gérard Depardieu, France Télévisions a annoncé qu'elle réexaminerait la diffusion des films dans lesquels Depardieu avait un rôle majeur. Est-ce que pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise décision ? C'est une mauvaise décision et je crois qu'il continue à présenter des films. Hein, je vois, voilà. J'entends plus. C'est une mauvaise décision finalement de. Mais non, mais voilà, mais peut-être il faut prévenir, je ne sais pas, à la Cinémathèque, ils ont fait une exposition où il y avait Maria Schneider, ils ont prévenu, voilà. Alors, regardez ce domino. Quels sont les chiffres qui font le plus écho à votre vie ? Le 8. Les pairs ou les impairs ? Donc c'est les pairs. Le 8. Le 8. Parce que le 8 ? Tout 8 est très bien pour moi. Tout ce qui est 8. Comme Lynn Renaud, c'est le 8 d'aujourd'hui, c'est l'anniversaire, 98 ans. Le 8, dès qu'il y a un 8, ça se passe bien. Quand on vous donne une chambre, on ne demande pas généralement. Ouais. Et il y a lui, il va se passer quelque chose. Voilà. Et le 8, quand on le couche, ça devient le symbole de l'infini. C'est-à-dire que finalement, votre longévité, elle est intemporelle, c'est ça ? Peut-être, mais vous savez que le jour où j'ai eu mon problème cardiaque, c'était le 18.
le 18 décembre. 2022 2022. 18 décembre 2022. Eh bien, bon, j'ai eu un arrêt cardiaque, mais je suis vivant quand même. Ah oui, donc oui. Et le chiffre 2, donc votre frère jumeau, est-ce que vous direz, on fait un question-réponse, est-ce qu'on passe sa vie à se comparer, à se copier, à s'en amuser? Nous, on n'a jamais été les jumeaux qui se ressemblent. Déjà, notre mère nous a jamais habillés pareil. Peut-être les premières photos, mais après, on va arrêter. Et puis, on est tellement différents. Il n'y a pas plus faux jumeaux que nous, hein. Parce que lui, je dirais, il est très intériorisé, il est très cérébral, il lit énormément, voilà. Et puis, il lisait le Nouvel Observateur quand il avait 13 ans, moi, et vous, Salut les copains. Voilà, et Ciné Revue, Ciné Monde. Et lui, et par image, à l'époque, le poids des mots, le choc des photos, hein. Et à l'époque, en couverture, il y avait des grands événements, et donc voilà. Et moi, j'étais peut-être plus futile en fin de compte. Mais ma futilité, et du reste j'ai un souvenir horrible, quand je suis arrivé en philo, donc mon frère a sauté d'une classe quand il était petit, donc j'arrivais après lui, et la prof de philo, elle m'a dit, elle s'appelait Madame Pagnès, elle m'a dit alors, j'espère que je vais avoir des belles surprises comme votre frère, déjà ça vous tue. Donc elle rend la première copie. Elle dit pas, c'est pas de la haute couture, hein. C'est même pas du prêt-à-porter, il y a du travail. Donc vous voyez, donc voilà, et en même temps, l'hostilité ou le fait, il a fallu que je travaille plus. Ouais. J'étais pas. Et pourtant arrivé. Vous étiez sorti le premier du ventre de votre maman, quoi. Hein. Et alors le chiffre 10, si vous deviez mettre une note sur 10 à votre vie sentimentale, ce serait quelle note, et à votre vie professionnelle? Vie sentimentale, 5. 5? Ouais. Oh, c'est pas terrible, hein? Bah oui, mais. C'est même pas la moyenne. Ah, enfin, si, c'est la moyenne. Mais 5, mettons 6 si vous voulez. 6? Et professionnel, j'irais 8. Ah oui, pas mal. Bien. Par rapport. Oui, par rapport à ce que. Pas à ma réussite, mais le fait que l'impression que j'ai eue, le plaisir que j'ai eu. Voilà. Et le 6, les histoires d'amour, c'était plutôt des refuges ou alors un peu de moi, j'ai eu souffrance? des histoires d'amour, aussi très Pygmalion, mais j'ai eu des histoires d'amour, j'ai toujours eu des histoires d'amour qui n'ont pas pu durer de 2-3 ans, et j'ai vécu qu'une seule fois avec une personne. Une seule fois? Non, j'aime pas vivre... Mais vous n'avez jamais fait de coming out, vous n'avez jamais posé dans la presse, vous n'avez jamais posé avec votre compagnon? J'ai toujours dit que j'étais homosexuel. J'ai fait un peu comme Bertrand Delano, mais j'ai pas été... Mais du reste, un jour, quand j'ai été une première Gay Pride, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là, moi? Ah, vous... Et en même temps, ils m'ont entraîné, les garçons. Mais voilà, et en fin de compte, je ne suis pas du tout dans ce mood-là. Moi, je respecte chaque identité sexuelle. Et moi, je n'ai pas envie de la preuve. Je vous ai dit, j'étais 2 fois interpellé d'une façon malveillante. Mais je n'ai jamais revendiqué, mais je ne vois pas pourquoi je ne le dirais pas. Je ne suis pas un planqué. Mais par contre, j'ai beaucoup plus d'amis filles que de garçons. En fin de compte, je suis l'ami des confidences. Le grand frère qu'on aurait aimé peut-être être. Beaucoup d'actrices m'ont fait leurs confidences. Du reste, Nathalie Baye, quand on partait en vacances, et souvent dans la Creuse, les meilleurs moments que j'ai vécus, elle me disait, mais parle-moi un peu de ta vie quand même. Et je disais pas trop. Et Marlène Jobert, souvent, qui est une grande amie, me disait, mais Dominique, voilà. Et donc, j'ai pas voulu. Et j'ai eu aussi des histoires avec des garçons qui étaient aussi bisexuels, qui avaient eu quelqu'un de femme dans leur vie. Donc, j'avais pas envie que vienne me tuer le matin. Et le chiffre 40, vous avez passé plus de 40 ans dans le cinéma. 60, ah oui. Oui, une quarantaine d'années. Hein. J'ai commencé exactement 20 ans, 19, 74, donc ça fait 22 ans, 23 ans. Voilà. Donc, non, 42 ans. J'ai dit plus de 40 ans dans le cinéma.
Quel rôle vous a le plus transformé? Est-ce que c'est le métier de comédien ou d'agent? Non, celui qui m'a le plus donné du plaisir, c'est aussi la jeunesse, c'est de faire du casting. J'ai adoré faire du casting, mais je considérais que c'était un moment, c'était l'adolescence dans une trajectoire professionnelle. Mais je l'ai fait quand même, j'ai trouvé beaucoup de jeunes acteurs, j'ai amené ce qu'on appelle les acteurs qu'on prend un peu dans la rue, le casting sauvage. Ça a été aussi un peu problématique parce qu'il y en a qui ont pensé qu'en étant arrêté dans la rue, faire un film et avoir une bonne bouille, était être acteur. Donc là, franchement, c'est la période la plus joyeuse. La période la plus compliquée, c'est peut-être après 20 ans d'agent où je commençais à être fatigué. Oui, oui. Et puis après, et maintenant la production, voilà. Et en fin de compte, ce qui me ravit, comme me ravissait le fait d'être casting, c'est de m'occuper du festival francophone d'Angoulême. Parce que je n'ai qu'à découvrir, qu'à mettre en exergue des comédiens, des films, des courts-métrages. Voilà, donc moi je suis, vous savez, ce qu'on appelle un passeur. Je suis un passeur et je suis quelqu'un qui... voilà, qui donne le... Voilà, un passeur de lumière. Un passeur de lumière. C'est une jolie... on parlait de cette centaine de rôles que vous aviez joués, des grands, des petits. Est-ce qu'il y a un personnage que vous avez toujours rêvé d'incarner? Néron. Ah ouais, Néron, mais il a fait assassiner sa mère quand même. Hein. Oui, mais est-ce qu'on n'aimant pas trop... Et sa femme, et Agrippine. On n'aimant pas trop non, sa mère, Agrippine, il l'a fait assassiner. Du reste, ma mère, elle avait un côté Agrippine. Ah ouais? Et, vous l'avez pas... Non, c'est-à-dire qu'elle était assez forte. Hein. Voilà. Mais non, mais parce que Néron, c'est un personnage... Quand même, comme je ne ferai jamais de théâtre pour faire Néron, mais Néron me fascine quand même. Néron vous fascine. Enfin, il a fait aussi exécuter sa première femme, oui, bien sûr. Octavie. Mais pour un acteur, jouer Néron, c'est ça que je veux dire. Bon, bah, on lance un appel. Mais là, vous savez que Néron, c'est les rôles difficiles et terribles qui amènent, regardez, Aime le maudit, c'est quand même un rôle extraordinaire. Voilà, c'est faire des gentils ou des trucs, c'est pas... Mais je suis désolée de vous décevoir, mais il est quand même mort à 30 ans, donc là, c'est un peu râpé. Hein. C'est pour ça que je le dis. Non, mais... Bon, et donc, alors, si je vous demande ce chiffre pour vous représenter, définir au mieux votre personnalité, c'est donc le 8. Le 8. Alors, on termine l'émission sur hasard ou destin, parce que... Ça, on ne l'utilise pas. Ah bah si, il y a une question qui vous gêne. Non. Ah oui, vous auriez... c'est le comédien. Ouais, hein. Voilà. Aucune question de vous a gêné. Vous auriez pu porter le masque. Je suis très à l'aise. Oui. J'ai même dit des choses que je vous n'avez jamais dites dit ailleurs. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Non, mais par rapport même à mon orientation sexuelle, j'ai jamais vraiment dit sur un plateau. Hein. Vous dites orientation sexuelle. Ouais. Orientation. Parce que l'orientation... oui, pourquoi je dis ça? Parce que c'est bizarre. Vous avez dit direction. Alors, direction d'acteur, on peut comprendre. Ça devient direction sexuelle. Orientation. C'est drôle. Voilà, ça ne veut pas dire que j'étais peut-être... voilà, comme j'ai aussi aimé des femmes, voilà, c'est ça. Mais l'orientation aussi, je l'ai choisi. C'est pas un itinéraire bis. C'est mon itinéraire. Vous l'avez choisi. Voilà. OK. Alors... Donc, dans un jeu de domino, on tire les pièces au hasard et finalement, on se dit que ça s'enchaîne comme si tout s'enchaîne comme si la vie était l'œuvre du hasard et du destin. Alors, pendant votre adolescence, est-ce que vous avez perçu un signe qui vous laissait imaginer que votre vie allait être réussie? Non, honnêtement. Non, mais moi, le problème, c'est que j'étais entouré d'amour, de liberté. Oui. On avait de l'argent de poche, on achetait ce qu'on voulait. Moi, je voulais toujours... Il n'y a pas eu un signe à un moment où vous vous êtes dit, tiens, vous étiez un fou de cinéma, vous étiez chez votre grand-père. Si, j'ai eu des signes, par exemple. Oui, Madame Lelouch, elle m'a emmené D'accord. sur le tournage d'un homme et une femme. C'est pas elle directement. Et j'ai quand même vous êtes allé sur le tournage, la scène de la plage, avec Anouk Aimé, Jean-Louis Trintignant, elle en manteau d'astragan, la voiture, la Ford Mustang qui fait des arabesques sur le sable. J'étais là. Et là, vous aviez... Et là, j'avais, c'est 66, je devais avoir, j'avais 12 ans. Et donc là, j'imaginais pas... C'est mon envie de voir des acteurs. Et qui aurait imaginé
que je serai l'agent de Anouk Aimée et de Jean-Louis Trintignant 30 ans après. Et de Nadine Trintignant aussi. Non, Nadine Trintignant, Ah non, mais ou Marie Nadine Trintignant, après. c'était... Mais là, donc c'est incroyable que c'était un signe. Ah ben voilà, c'est un magnifique signe. Hein. Ouais. Madame, la maman de Claude Lelouch. Hein. Elle s'appelait comment d'ailleurs, son prénom, vous vous en souvenez? Je pense que c'était Mimi, elle avait un surnom. Donc, vous vous dites que tout ce qui vous est arrivé avait probablement une raison d'être. Moi, je pense à une forme du déterminisme d'une vie quand même. Qu'on nous envoie des signes, il faut les prendre. Alors, je ne sais pas si c'est le déterminisme, mais en fin de compte, le jour et l'heure, le jour et l'heure m'a servi. N'empêche que je dis, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Paul Éluard. Ouais. Ben oui, mais c'est l'exergue que je mets sur mon livre. Le livre, ouais. Donc je sais que j'ai eu des rendez-vous qui n'étaient pas hasardeux. Qui n'est peut-être pas hasardeux. Parce que vous êtes... donc vous considérez que entre le destin et le hasard, c'est le destin qui vous a ouvert les portes. Oui. Non mais, si vous voulez, moi je regarde les lignes de la main. Et là, il y a un moment donné, il y a une ligne, là, il y a une coupe. Et un jour, j'avais montré ça, elle m'a dit, il y aura un problème physique. Là, c'est peut-être L'arrêt cardiaque. mon arrêt cardiaque. Regardez, ça se coupe, c'est la ligne de vie. Et là, après, ça se prolonge, j'espère, assez loin. Je le souhaite aussi pour vous. Romain Gary lui disait, le destin, c'est ce qu'on s'invente pour donner un sens au hasard. Le destin, c'est ce qu'on s'invente pour donner un sens au hasard. C'est pas fou, hein. Donc, mais toute la question est de savoir, entre le destin que l'on subit et celui que l'on choisit, où est-ce qu'on place la part de la liberté et du libre arbitre? Nous, on est des privilégiés quand même. Hein. Moi, je suis libre. Je suis libre de demain. J'ai quand même assez bien gagné ma vie. J'ai pas abusé. Je suis pas attiré par le bling bling. Donc voilà. Donc si vous voulez, si demain j'arrête, j'aurai une vie. Il y a plein de gens, des comédiens que je connais, qui ont des problèmes, alors qu'ils ont gagné leur vie, ils ont été des cigales au lieu d'être des fourmis. Un jour, Serge Rousseau avait dit à Nathalie Baye, qui me l'a souvent répété... C'est qui Serge Rousseau, pardon? C'était un grand agent qui avait découvert Nathalie Baye, la deuxième qui avait découvert Nathalie Baye, et qui avait été amenée par... et c'est comme ça qu'elle a rencontré Truffaut, parce que l'assistante de Truffaut connaissait Serge Rousseau et lui a amené Nathalie Baye en sortant du conservatoire. Et c'est comme ça qu'elle a fait la nuit américaine. Et pour dire que lui avait toujours dit, c'était un agent quand même sérieux, il lui a dit, quand tu gagnes 100 francs, tu n'en as gagné que 50. Il faut penser aux impôts et tout ça. Moi, j'ai souvent dit ça à des acteurs. Je dis, non, je paierai avec le contrat suivant. Ben oui, mais il y a un moment donné, il faut un peu penser. Alors, c'est pour ça que je me dis peut-être que je suis devenu un peu, comment dire, un homme serein ou plus avisé. Quand je dis aux acteurs, faites attention quand même. C'est beaucoup plus difficile qu'à mon époque. Il y a plus de propositions, il y a plus de plateformes, et donc c'est difficile de faire une carrière maintenant. À l'époque, quand on faisait 2, 3, 4 films qui fonctionnaient, tu étais quand même assuré de faire une longue carrière. Maintenant, c'est pas sûr. Hein. Vous m'avez beaucoup cité, évidemment, des grands artistes du cinéma. Dans la nouvelle génération, qui vous épate? Benjamin Voisin, Victor Belmondo, qui... Benjamin, j'adore, mais celui que je trouve excellent, c'est Benjamin Lavergne. Ah oui, Benjamin. Immense acteur. Comédie française. Mais Benjamin Voisin, j'aime beaucoup. En plus, il m'a rappelé que le premier film qu'il ait fait, c'est avec moi. Il avait un petit rôle dans un film avec Gérard Depardieu et Catherine Deneuve, un film qui a été un bide, qui s'appelait Bonne Pomme. Ouais. Donc, lui, il est formidable. Non, et puis il y a... il a joué dans L'étranger. Et elle, la petite, est formidable. C'est Rebecca Marder. Ah oui. Et hier, je suis allé à la Comédie Française
Et j'ai vu un acteur qui s'appelle Jean Chevalier, il est aussi doué qu'Auteuil. Et alors, il est assez sexy, mais il a une bouille. Ouais. Il joue très très bien. Sa partenaire, qui a un nom à coucher dehors, dont j'ai oublié le nom, mais elle est très douée aussi. Et ça s'appelle Séisme. C'est un spectacle formidable. Ouais. Moi, j'adore encore aller au théâtre pour mon plaisir personnel. Ouais. Ouais. Donc, quand vous avez repéré un jeune inconnu dans la rue, vous considériez que vous provoquiez son destin ou bien simplement que vous lui donniez un coup de pouce? Je disais prétentieusement, je lui offre un destin. Avec le recul, j'aurais dû l'avertir parce que ça ne se fait pas comme ça, un destin d'acteur. Ouais. Et si vous deviez incarner un rôle dans une pièce de théâtre, qui aimeriez-vous jouer, Monsieur Hasard ou Monsieur Destin? Monsieur Destin, quand même. Monsieur Destin? Oui, parce que le destin, c'est quand même... L'impression, c'est la continuité, quand même. Puis un destin, il y a des hauts, des bas. Le hasard, il ne peut jamais avoir de hasard. Hein. Oui. Bon, eh bien, et pour terminer, on aimerait savoir où est-ce qu'on va vous retrouver alors, à Angoulême? Non, mais il y a quand même une chose importante pour moi, oui. C'est que le 10 septembre... Ah, le 10 septembre. J'espère que vous avez Netflix. Oui. Moi, je n'ai pas toujours eu Netflix, je me réabonner, mais cela dit, voilà... donc là, Festival d'Angoulême, à partir du 24 août du 29. Le pays invité, c'est le Cambodge. Oui. Et le président du jury, c'est Franck Dubosc. Et le film d'ouverture, je peux vous le dire, c'est Ni vu ni connu, le film avec Isabelle Huppert et mise en scène de Marc Fitoussi. Voilà, et puis il y a Sandrine Kiberlin. Ah oui, pas mal. Bon casting. C'est un espèce de All About Eve, alors que Isabelle a joué l'année dernière la femme la plus riche du monde. Là, elle joue l'histoire d'une figurante, ni vue ni connue, qui subit l'humiliation, qui a une condition un peu précaire, mais qui a une passion plus que tout, c'est d'être sur un plateau, même à regarder les acteurs jouer. Donc vous pensez que ce film va cartonner, parce qu'il est très drôle. Très drôle, et il dépasse le monde du cinéma, parce que c'est aussi le rapport de classe. C'est parce que tout d'un coup, voilà, une figurante qui n'est pas toujours bien traitée, il y a un peu, voilà, c'est un rapport de classe. Donc on pourra le voir quand? Le grand public pourra le voir quand? Je crois qu'il doit sortir en octobre. En octobre, ok. Alors ce qui est très drôle, l'ouverture, c'est ça, et voilà, et donc, et puis on voit, il y a 10 films en compétition, voilà. Voilà. Eh bien, on a passé un moment exquis. Mais c'était très sympa, mais j'étais très à l'aise. Et moi, quand je dis que je fais quelque chose, vous le faites ça, toujours. C'est une qualité quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Vous êtes quelqu'un de droit, loyal. Loyal et droit, comme chantait Gainsbourg. Ouais. Merci beaucoup, Merci. Dominique Besnéard. Et puis, je vous souhaite un bel été, j'espère pas caniculaire. Non. Mais moi, je vais à Woolgate, au bord de la mer. Oui, mais ça se réchauffe, hein, vous savez, la température avec le changement climatique. Quant à moi, je vous souhaite aussi, à vous qui nous regardez, un bel été. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.